Alors, il y aurait un rappel concernant EQA et EQB chez Mercedes. Voyons donc ce qu'il en est. Ça fait quand même beaucoup de voitures qui sont rappelées là. On parle de quand même 33 000 exemplaires au total, dont 1727 en France. Ah, potentiel court-circuit de batterie de tension, sympa. C'est des batteries légères, non? Les modèles assemblés entre le 20 février 2021 et le 23 janvier 2024 peuvent présenter un risque de court-circuit interne d'une cellule de la batterie haute tension. Dans les cas extrêmes, lorsque l'accumulateur est chargé au maximum, ce dysfonctionnement peut provoquer un départ d'incendie. Pour limiter donc cette menace, ce risque, Mercedes recommande à ses clients de limiter la charge de la batterie à 80%. Et donc il y a une mise à jour qui est censée régler le problème. Alors bon, moi je me rappelle, hein, le cas Hyundai, la Kona, avec la batterie LG, ils avaient dû changer la batterie quand même par précaution. Donc est-ce que vraiment, au final, ils vont s'en sortir sans changer la batterie? Ça me paraît étonnant. Ça va être quoi leur mise à jour? Ça va brider la batterie en fait. Au lieu de la charger à 100%, donc ça affichera toujours 100% sur la voiture. Mais en vrai, ça sera 85-90%, ça se trouve. Ils vont vous bouffer 10% ou 15%. Hein. Ah, moi, je sens que ça va être ça en fait. Pour éradiquer ce problème, les ateliers ont pour consigne d'actualiser le logiciel du système de gestion de la batterie sur les SUV électriques concernés. La mise à jour est pour l'heure indisponible. Les propriétaires affectés sont contactés par courrier dès que la reprogrammation pourrait être effectuée. Ouais, je suis pas... Ouais, ça pue ça. Vous allez vous faire sucrer de la batterie, je pense. Hein. Et de l'autonomie, du coup. Hein. Ah, je la sens comme ça, moi. Ouais, ça sent pas très bon, cette histoire-là. Bon, en espérant qu'il n'y ait pas d'incendie voilà, à cause de ça, du coup. À voir. Euro NCAP vient de présenter les résultats de ses derniers crash tests. Plusieurs voitures électriques s'illustrent, mais la Polestar 3 brille en devenant le meilleur score depuis 9 ans sur la sécurité des enfants. Bon, alors, les résultats de ça... Moi, je vous sais ce que j'en pense à Euro NCAP, c'est très bien. C'est très bien que ça existe. Maintenant, je vais pas me... Si c'est pas un critère d'achat qu'elle ait 5 étoiles, c'est une voiture en fait, au crash test, je m'en fous en fait. Qu'elle ait 3 ou 4 et 5, ça change strictement rien pour moi. Bon, par contre, c'est la 0 étoile, je vais me poser des questions, évidemment. Mais 3, 4, 5, franchement, ça... si tu commences à choisir ta voiture en fonction du nombre d'étoiles Euro NCAP, tu t'en sors plus en fait. C'est bon, c'est pas un critère primordial. Hein. Les résultats de sa dernière fournée de crash test ont été dévoilés dans un communiqué. Ils incluent la BYD Sea Lion 7, Honki EHS9, le Geely EX5, mais aussi Polestar 3. Ce dernier modèle brille en devenant le meilleur score depuis 9 ans. 93% sur la sécurité des enfants notamment. Le leader précédent était le modèle Y. Notons que la BYD Sea Lion 7 obtient la même note, mais le reste de ses résultats sont un peu moins bons. Il a 5 étoiles aussi. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Polestar 3 décroche 90% pour la protection des passagers avant, 79% pour les utilisateurs vulnérables de la route, comprendre piétons, cyclistes et motards, et 83% pour les aides à la conduite. Alors, de fait, l'intégralité des voitures testées ont obtenu 5 étoiles. Ok. Tout n'est simplement pas parfait. Les experts de l'Euro NCAP ont appliqué des pénalités au Geely EX5 sur la protection des enfants. Son système de détection n'était pas au goût de l'organisme. De même que des soudures détachées au niveau du montant latéral après le choc frontal. Oh, le chipotage. C'est incroyable. Honki EHS9, quant à lui, a subi une petite déchirure de l'airbag conducteur. La marque a réagi en annonçant un contrôle renforcé de la qualité chez le fournisseur et sur la ligne de l'assemblage. Bon, s'il réagit, c'est très bien. Déjà présent dans plusieurs pays européens, la Polestar 5 arrivera en France, courant 2025. Pourquoi ils mettent Polestar 5 à la fin alors qu'on parle de la Polestar 3 depuis le début de l'article? Il y a une petite coquille, les gars, là. Hein. C'est Polestar 3, pas Polestar 5, qu'on soit bien d'accord. Hein. Bref, ils ont fait une erreur, c'est pas grave, on leur pardonne. Est-ce que c'est un critère primordial pour vous, le test Euro NCAP, pour l'achat d'une voiture ou pas? Ça pourrait, hein, après. Hein. Pour moi, non, mais je vous laisse commenter. Je vous laisse me répondre en commentaire. Alors, on parle du V2G de Renault 5, hein, de la Renault 5, du coup. Est-ce que c'est un système révolutionnaire? Alors, on a vu précédemment que pour avoir le contrat V2G, etc., ça allait être compliqué. Donc, pour moi, ça n'a rien de révolutionnaire, déjà. Parce que c'est difficilement accessible. Et puis personnellement, j'ai pas forcément envie d'aider le réseau. Je l'aide déjà indirectement avec mes panneaux solaires qui rejettent parfois un peu trop d'ailleurs quand il fait vraiment super beau et que j'ai plus rien à recharger. Bon après je peux les couper, hein, mais bon. Si en plus faut aider le réseau avec notre voiture électrique, la nuit, enfin le soir quoi, alors c'est bon. Hein. Je considère que je fais déjà ma part. Hein. Alors c'est vrai que là t'es rémunéré pour le faire, mais bon, encore une fois, c'est compliqué, il faut installer la borne et tout, déjà ça a un coût. Puis pour être remboursé, il faudra attendre un moment, hein, pour avoir un retour sur investissement, je veux dire. C'est compliqué quoi. Une fonctionnalité qui a deux principes
principaux intérêts. La première est pour le réseau électrique qui peut utiliser une voiture branchée comme un tampon pour stocker l'énergie, et l'autre est pour le particulier qui peut optimiser sa conso de manière impossible sans autant de batterie à disposition. Si les particuliers peuvent aujourd'hui s'équiper d'une batterie à domicile pour faire face aux coupures de courant, ou bien stocker leur surplus d'énergie solaire, elle n'en est aucun cas comparable à celle d'une voiture électrique. Ouais, mais t'as aussi toutes les voitures qui font V2L, hein. Tu peux te servir qui ont plus grosse batterie que du coup la Renault 5 en plus, au passage. Mais toutes ces voitures-là, c'est bien aussi ça, le V2L. Ça suffit pour moi, hein. Si les particuliers d'aujourd'hui peuvent s'équiper d'une batterie à domicile pour faire face au courant, ça je l'ai lu, les batteries des voitures électriques stockent souvent plus de 50 kWh, les plus grosses dépassent 100 kWh. En face, les solutions de stockage d'énergie à domicile sont plutôt de 10 kWh, effectivement. Les opérateurs d'énergie ont tout intérêt de pouvoir utiliser les véhicules stationnés des possesseurs de VE puisque les quantités d'énergie sont assez importantes pour faire une réelle différence. Vous branchez votre voiture, indiquez un niveau de charge souhaité à une certaine heure. Entre le moment où le véhicule est branché et l'heure de fin de charge, la batterie peut se recharger ou se décharger selon les besoins émis par le gestionnaire du réseau électrique. Mais non, en fait, j'ai pas spécialement envie qu'un prestataire externe contrôle la batterie de ma voiture, en fait. Non. J'ai pas envie qu'il me soutire de l'électricité alors que, imaginons, je pourrais avoir besoin en urgence de ma voiture, quoi. C'est non, en fait. Pour vous donner un cas pratique, imaginez une voiture branchée à 19h, avec 30% de batterie et une limite de charge souhaitée à 80% à 8h du matin le lendemain. De 19h à 22h, le gestionnaire constate qu'il y a une contention sur la quantité d'énergie produite et décide de vider une partie de votre batterie. Ah bah super, tu te retrouves avec 10%, tu sais, alors que le soir tu dois partir en urgence, je sais pas où, bah tu t'es baisé, quoi, clairement. Tu peux t'es bloqué chez toi, en fait. Bah c'est super, hein. À 22h, alors qu'avec 30%, tu aurais peut-être pu faire le trajet, du coup. À 22h, la batterie de la voiture est 20%, est à 20% et la charge débute, atteignant 90% à la fin des heures creuses à 6h du mat. De 6h à 8h, le gestionnaire a encore un tampon à utiliser puisque le niveau de batterie souhaité par le propriétaire à 8h est de 80%. La batterie de la voiture se vide donc de 10% en 2 heures pour restituer de l'énergie pendant les heures pleines. Et à 8h, le propriétaire retrouve sa voiture prête à partir avec 80% de batterie comme demandé. Tout le principe de l'utilisation d'une batterie en tant que tampon en magasin d'énergie pour le réseau réside dans le fait que l'électricité n'est pas disponible en quantité égale à chaque instant. Et les prix sont pas égaux à chaque heure, quoi. Ouais, bon, est-ce que ça vaut le coup de lire la suite? En vrai, moi je suis pas convaincu, hein. C'est pas avec ça que je vais être convaincu, hein. Alors, les puissances de décharge. Bien que les puissances de décharge et de charge soient relativement faibles entre 2 et 11 kW, par rapport à des charges rapides, les batteries des véhicules qui utilisent quotidiennement la charge bidirectionnelle vont avoir plus de cycles que les autres. Bah oui. Et aujourd'hui, les batteries sont faites pour tenir quelques milliers de cycles, tout au plus, entre 500 et 1000 pour le NMC et autour de 4000 pour le LFP. Ce qui signifie que l'utilisation répétée de charges bidirectionnelles va drastiquement réduire leur durée de vie, surtout les NMC du coup. Dans l'exemple présenté un peu plus haut, un cycle de batterie est ajouté tous les 5 jours environ, soit près de 75 cycles par an. Si le possesseur du véhicule n'est pas un gros rouleur, ça peut représenter plus que l'utilisation réelle du véhicule sur route. Et ils ont raison. Certains opérateurs reconnaissent dès aujourd'hui l'intérêt de piloter la charge d'un véhicule électrique comme par exemple Octopus Energy qui se permet de proposer des tarifs défiant toute concurrence. Bah ouais, mais je suis pas convaincu encore une fois, hein. Moi j'utilise mon V2L l'hiver de temps en temps, effectivement, quand il caille et tout, pour pas trop tirer sur le réseau. Mais quand les panneaux surtout peuvent pas répondre à la demande spécialement, totalement on va dire, parce qu'il fait nuageux ou des conneries comme ça quoi. Mais non, le V2G comme ça, bon l'article est super long, mais putain, et tous ces sites là, les gars, enfin vous croyez vraiment que tout le monde va lire vos articles de bout en bout? Non mais vous avez vu ce qu'il reste à lire encore? Non mais sérieusement, waouh, il faut du courage pour écrire tout ça quand même, hein. J'espère qu'ils sont bien rémunérés, hein. Ça me tue quand même. On a compris l'idée, de toute façon, moi je suis pas fan du V2G. Le V2L oui, mais pas le V2G en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Allez, ciao.